C'est une histoire qui aujourd'hui résonne beaucoup pour les éducateurs actuels et qui peut être un levier d'éducation qui finalement paraît aujourd'hui comme très moderne. Voilà un homme qui a su voir la misère, les pauvres autour de lui, je dirais littéralement à ses pieds, et qui a su agir pour combattre cette grande misère. Camille a mis l'affection en premier lieu de sa pédagogie. On me demande souvent quel truc on a pour éduquer nos enfants de cette manière, et il dit, je réponds seulement, parce que nous les aimons beaucoup. Quand il voit le jour à Chambéry le 17 février 1841, Adolphe Camille Jean-Marie Costa de Beauregard paraît posséder un destin déjà tracé. Celui d'un membre d'une des plus illustres lignées de la noblesse savoyarde. Son père, Pantaléon Costa de Beauregard, est premier écuyer du roi de Piémont-Sardaigne. Homme de vaste culture, il siégera bientôt au Parlement de Turin. Il s'est uni par le mariage à Marthe Saint-Georges de Vérac, dont il aura 11 enfants. Camille était donc le 5e enfant de Pantaléon et son épouse, Madame de Vérac, le 5e garçon. Camille était un enfant plutôt porté un petit peu sur la deuxième partie de sa famille, c'est-à-dire sa grande relation avec ses sœurs, beaucoup plus qu'avec ses frères aînés qui étaient un peu plus âgés que lui. Donc il a eu une vie de château, on va dire, il a vécu en jeune homme de l'époque. La famille possède un imposant château à la mode Servolex, qu'elle déserte au premier froid pour occuper à Chambéry 2 étages d'un immeuble bourgeois. Leur devise est éloquente et sobre. Soli fidelis, seulement fidèle. L'enfance de Camille, ça n'a pas été une enfance très rose. Parce que d'une part, le papa était très souvent absent, étant donné qu'il était fréquemment donc, en Italie. La marquise de Vérac était une femme assez sévère, voire très sévère. Camille, un jour, se plaignait à sa maman, disait « Mais maman, je m'ennuie, je suis pas heureux ». Et alors, sa mère lui a répondu « Mais qu'est-ce qui t'a dit qu'on était sur Terre pour être heureux ?» Voilà une réflexion un peu sèche. D'autre part, le père Pantaléon, il savait être auprès des gens les plus pauvres pour les aider. Il avait créé dans sa propriété un petit hôpital où les gens pouvaient venir, étaient soignés, etc. Donc, c'était un homme qui était habitué à la charité. Et la maman encourageait beaucoup ses enfants, garçons et filles, à aller justement dans cet hôpital visiter les malades. Ils allaient partager les choses qu'ils recevaient avec les autres. Les parents souhaitent former des hommes solides et responsables et cherchent pour Camille les meilleurs établissements. Mais leur projet ne se passe pas comme espéré. Il avait une scolarité difficile, parce qu'il avait une pneumonie. Au cours de sa scolarité, il a donc dû revenir au château. Son père l'a ramené au château parce que sa santé fragile ne lui permettait pas de poursuivre ses études chez les jésuites à Toulouse. Son père l'a confié à l'abbé Chenel, qui était un prêtre de Rumilly, quelqu'un très apprécié, qui a su faire son éducation, qui a su le laisser libre, garder tout un champ de liberté, mais en même temps lui fixant des règles précises. Donc Camille a certainement beaucoup profité de cette période avec l'abbé Chenel, qui pouvait apparaître dur par certains moments, mais très souple sur d'autres périodes. Passionné par les arts, Camille est un adolescent raffiné que ses camarades surnomment le chevalier. Lorsqu'il a eu l'âge de l'adolescence, il a commencé à prendre un peu de distance par rapport à la religion. Il a gardé une seule prière, une prière à la Vierge, qui s'appelle le « Souvenez-vous ». Et lorsque son précepteur, l'abbé Chenal, est venu donc le prendre en main, eh bien, il a respecté son cheminement, il ne l'a pas brusqué. Il était attiré par les groupes de jeunes, la vie à Chambéry et surtout la vie à Paris. Son grand rêve, c'était d'être à Paris. On peut penser que cette période était une période à la fois assez intéressante pour Camille parce qu'il aimait les relations et qu'il était très apprécié. C'était un jeune homme très apprécié, élégant, qui plaisait aux gens.
Et puis une période aussi d'inquiétude, parce qu'il se posait la question de l'existentiel, de ce qu'il allait devenir, de sa foi en particulier. Et c'est seulement donc au bout de quelques années qu'il a eu cette illumination dans la cathédrale, où là il a retrouvé, comme il dit, ce Dieu que je fuyais. Et c'est là aussi qu'il a senti la première vocation à devenir prêtre. Il s'en ouvre à l'abbé Chenal, puis à sa sœur Alix, qui lui révèle qu'elle aussi a reçu un appel semblable. Elle projette de rejoindre une congrégation religieuse. Sa mère, habitée par une grande piété, donne spontanément son accord. Son père, qui nourrissait pour lui de hautes ambitions, accepte avec résignation. Il a demandé à ses parents de partir au séminaire français de Rome, puisque la noblesse avait plus de facilité pour entrer au séminaire de Rome. Donc il est donc parti au séminaire de Rome, accompagné par l'abbé Chenal. Ça ne s'est pas fait forcément dans la joie, parce qu'il quittait une famille qu'il aimait beaucoup, et puis il a toujours mené, étant jeune homme, une vie de relations avec beaucoup de gens de sa classe sociale. Et donc quitter ça a été dur. Mais il l'a fait volontiers, et donc il est arrivé à Rome. Et à Rome, il a commencé là aussi à sortir beaucoup, à aller visiter des choses, etc. C'était très intéressant, comme il était très ouvert à la culture. Il avait beaucoup d'intérêt pour les musées, pour les ruines romaines de la ville. Et l'abbé Chenal était toujours là pour le raisonner un peu. Il le reprenait beaucoup sur sa fierté, sur l'image qu'il donnait de lui généralement. L'abbé Chenal aurait voulu demander beaucoup plus de modestie. Un soir, il rentre chez lui et l'abbé Chenal lui avait offert ce tableau de Benoît-Joseph Labre, le pauvre des pauvres. Et il lui a dit, c'est jusqu'à là qu'il faut aller dans le détachement. Ça l'a fait beaucoup réfléchir, et à partir de ce moment-là, il a adopté cette attitude de dépouillement, et puis essayer de vivre un peu dans la pauvreté, et vivre le plus humblement possible. Voilà, ce sont des grandes qualités qu'il développera toute sa vie, l'humilité et la pauvreté. Camille est ordonné le 26 mai 1866 en la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Et puis en 1867, il est donc rentré en France et a demandé à devenir prêtre à la cathédrale comme 4e vicaire, sans solde et sans logement. Malgré la classe sociale dont il est issu, Camille se consacre au monde ouvrier. Il fonde avec l'abbé Chenal la société Saint-François de Sales, une société de secours mutuel et une caisse de retraite pour répondre à l'urgence et à la maladie. Mais l'irruption du choléra en 1867 amène Camille à changer de projet. Les familles pauvres des faubourgs de la ville sont atteintes de la maladie. De nombreux enfants se retrouvent orphelins, abandonnés dans les rues. Il faut agir. Très rapidement, il s'est dit, ça ne peut pas se poursuivre comme ça. Il faut que je trouve quelque chose pour loger ces enfants. Et donc, en interrogeant un petit peu les notables, l'un d'entre eux est venu le voir en lui disant, voilà, écoutez, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. J'ai une ancienne maison des douanes qui ne sert plus. Et si vous voulez, je vous la loue. Et donc, un jour de décembre, Camille et l'abbé Chenal sont venus voir cette petite maison des douanes, qui est la maison du bocage actuelle. Ils ont trouvé cette maison dans un cadre très champêtre, avec des jardins, des bois, les chants des oiseaux. Ils ont trouvé un endroit très, très agréable et surtout avec de bonnes possibilités d'aménagement. Donc c'est en mars finalement que les premiers enfants sont rentrés au bocage. Une des premières choses que Camille a fait, c'est la construction d'une chapelle. C'est vraiment un homme de Dieu.
Un homme de Dieu qui se levait le matin très très tôt, à 4 heures en général, et qui passait longtemps devant le Christ, aller à la chapelle, avant de célébrer l'Eucharistie, et qui chaque jour faisait une visite au Saint-Sacrement. Ça, c'était fondamental pour lui, c'était essentiel. Cette spiritualité était aussi un peu variée, à savoir qu'il avait une très grande dévotion pour le Sacré-Cœur. C'était l'époque, au XIXe siècle, où on commençait beaucoup à parler du Sacré-Cœur en France. Il avait fait la visite à Paray-le-Monial. Il a consacré sa maison très vite au Sacré-Cœur. La statue du Sacré-Cœur, il l'avait mise sur l'autel, par exemple, dans la chapelle. Il l'avait mise devant la chapelle où elle est encore. Et il l'avait mise dans la propriété, donc, il disait, c'est le maître des lieux. Une très grande dévotion aussi à la Vierge Marie. Il priait la Vierge, il a fait prier la Vierge. Il a même créé un chant. On n'a pas la mélodie qu'il avait faite, on a juste le texte qui parle de la Vierge Marie. Camille parcourt plusieurs régions de France pour observer la pédagogie appliquée dans les pensionnats et orphelinats. Il s'est forgé une opinion en voyant toutes ces maisons où la pédagogie était très différente. Il y a même deux personnes qui sont centrales pour Camille Costa de Beauregard. C'est Saint Vincent de Paul, pour la pauvreté et puis l'attention aux plus pauvres. Et puis Saint François de Sales, qui est notre saint savoyard. Il aspire à créer un lieu qui ne fournit pas uniquement l'hospitalité et la scolarité. Il veut offrir un milieu éducatif complet, aidant chaque enfant sur les plans affectifs et spirituels, tout en y intégrant une pédagogie de la douceur, comme l'encourage Saint François de Sales. Rien par force, tout par douceur. En cela, sa pédagogie sera proche de celle de Don Bosco, qu'il rencontrera à Turin en 1879. Cette pédagogie, elle passe par des moyens concrets. Alors ces moyens concrets sont d'une part la rencontre qu'il faisait avec les jeunes. Chacun des jeunes, il les rencontrait et puis il consacrait une partie de ses dimanches à ça. Il les rencontrait pour parler de la famille, des projets, des difficultés, des choses qui allaient bien, des choses qui n'allaient pas bien. Et puis pour bien les connaître, de façon à pouvoir adapter une conduite par rapport à chacun. Et il pensait vraiment que cette affection était l'essentiel de l'éducation. Il a toujours dit toute sa vie qu'il devait être un père pour ses enfants. Et donc leur donner tout ce qu'un père pouvait donner, de sa place. Il n'a jamais confondu le rôle de père et le rôle d'éducateur, bien sûr. Mais il a toujours considéré que la place de l'éducateur était celle d'un père auprès des enfants. Il a donc élaboré une pratique pédagogique qui n'a jamais été traduite par des écrits. C'est une pédagogie qui a été dans les actes plus que dans les paroles. Il disait sa messe à 5 heures du matin, il était présent avec eux jusqu'au soir. Et voilà, c'est cette présence qui était très, très importante et qu'il a érigé en principe et qui conseillait à ses éducateurs également. Et puis il y avait aussi d'autres moyens qui étaient de sortir avec les enfants. Il allait beaucoup en promenade avec les enfants, dans la campagne, dans la montagne, il adorait ça. Il a senti que la musique avait un rôle important dans l'éducation et donc il a lancé la musique instrumentale en particulier et puis la musique, le chant choral dans sa maison. Il y avait encore une autre chose, c'était le théâtre. Et chez Don Bosco, il y avait aussi la même pédagogie, les mêmes moyens. Donc il a fait une salle de théâtre et il a créé ou écrit des pièces. Il en a joué beaucoup. C'était des pièces à caractère religieux, la plupart du temps. Il faisait tout pour que sa proximité avec les jeunes soit une proximité constructive. Et c'est quelque chose de très important que le jeune puisse s'exprimer, exprimer ses dons, exprimer ses talents. La mascotte du bocage, c'est le marronnier. C'était un arbre que Camille a planté, mais qui avait du mal à pousser.
Et des années plus tard, il a donné un exemple à ses enfants parce qu'il avait survécu, l'arbre avait grandi. Et donc Camille leur disait, vous voyez, votre ami le marronnier, il a failli mourir, mais il a survécu. Il a vécu parce qu'il voulait vivre. Or, pour vivre, il faut le vouloir et lutter contre tous les ennemis inévitables. Et ensuite, la grâce fait le reste. Il prenait beaucoup d'exemples de la nature, beaucoup d'exemples autour de lui. C'était sa manière de parler aux enfants. Et cette manière de leur faire ce qu'il appelait des catéchismes, c'est resté des souvenirs assez inoubliables pour beaucoup d'anciens qui en parlent. Ils adoraient ces moments où l'abbé Camille leur parlait avec des exemples de la vie des animaux, de la vie de la nature, de l'éveil de la nature au printemps, etc. On sentait vraiment une affection fraternelle avec ces enfants. Il leur pardonnait tout. Il pouvait être sévère, parce qu'avec ceux qui s'écartaient un petit peu de la règle, quand même, il fallait quand même le maintenir. Il était très, très affecté du fait que certains, surtout à l'adolescence, ne suivaient pas tellement les principes qu'il voulait leur donner. Et ça, il en était très affecté, mais il restait toujours très proche d'eux. Il employait tous les moyens et tous les subterfuges pour essayer de les ramener. Quelquefois, des anciens étaient partis, ils avaient fugué. Et il attendait patiemment, il essayait d'avoir des nouvelles. Et puis quand il donnait un signe de difficulté, il lui arrivait même de les récupérer au bocage et de les reprendre en main comme un fils qui serait parti de la maison. Progressivement, il a fallu agrandir, surtout acheter des terrains, parce qu'il avait la vision d'un enseignement agricole pour ces jeunes. Il pensait que l'enseignement agricole était la meilleure solution, il disait la meilleure garantie de moralité et d'emploi. Donc très rapidement, il a fallu des terrains. Les premiers terrains ont été créés autour du bâtiment principal. Par la suite, il a dû acheter des terrains de l'autre côté de ce qui était autrefois le chemin du Colombier, aujourd'hui la rue Costa de Borgard. Le centre d'apprentissage horticole est équipé de serres modernes et chauffées. La formation qui est donnée est reconnue dans toute la région. Elle permet une haute qualification et un salaire supérieur à la moyenne de l'époque. À une époque où à 14 ans, on était certainement mis en entreprise, lui avait décidé que ce n'était pas le moment de lâcher des jeunes, c'était pas ce moment-là où ils sont fragiles. Lui, il souhaitait les garder jusqu'au moins jusqu'à 16 ans, pour qu'ils aient une culture solide, apprendre un métier, avoir une formation chrétienne suffisante. Son désir, lui, c'était de former de bons ouvriers, de bons pères de famille et de bons chrétiens. Le bocage accueille de plus en plus de jeunes. Il faut s'agrandir. Il part en quête d'une implantation secondaire aux portes de Chambéry. Il la trouve à 4 km de la ville, au lieu-dit La Villette. Puis viendra une maison pour jeunes filles au château des Marches. Le premier sur qui il s'est appuyé, c'est l'abbé Chenal, qui avait été son précepteur. Il lui a demandé d'être auprès de lui au bocage. L'abbé Chenal a accepté dès le début. Camille a demandé aux frères des écoles chrétiennes de venir faire la scolarité. Puis très rapidement, il s'est aperçu qu'il fallait une présence féminine. Et il avait bien sûr en tête peut-être d'y faire venir sa sœur, qui était devenue sa sœur Alice, qui était devenue religieuse également. Bon, il n'a pas eu satisfaction tout de suite, mais il a pu obtenir que les filles de la charité viennent assurer à la fois la classe, l'infirmerie, la cuisine. Camille, lui, préférait s'occuper des apprentis. Il confiait volontiers les plus jeunes aux religieuses et aux éducatrices. Et lui s'occupait des apprentis, qui n'était pas toujours simple, mais c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Ils se sont beaucoup appuyés par la suite sur des jeunes orphelins qui ont choisi d'être prêtres et qui sont revenus au bocage et qui ont été à leur tour éducateurs au bocage. L'abbé Jean Borgard, qui était le premier jeune accueilli par Camille, l'abbé Meunier, qui était également un orphelin du bocage, l'abbé Maroya,
L'abbé Blanchard, bien sûr. L'abbé Blanchard qui avait une particularité, François Blanchard, est arrivé à l'âge de 3 ans en 1875 quand sa mère est morte dans une inondation importante à Chambéry. Et il a passé 80 ans de sa vie au bocage avec la particularité d'avoir suivi Camille jusqu'à sa mort, ensuite d'avoir été le second de Monseigneur Ernest, le successeur de Camille. C'est vrai qu'il n'avait pas peur d'entreprendre des choses, c'est sûr. Il était à la tête d'une certaine fortune quand même après le décès de son père. Donc il a géré cette fortune du mieux qu'il a pu. Il a vendu beaucoup de ses propriétés pour pouvoir nourrir ses orphelins. Il a donc sacrifié un peu toute sa fortune à ça. Et il était de santé fragile depuis l'âge de 16 ans. Il a fait des cures nombreuses en Allemagne, un peu partout, pour pouvoir tenir le coup. Malgré cette santé, il a été extrêmement actif toute sa vie. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Il a eu une force et un courage remarquables pour vaincre toutes ces difficultés. Quand on lit certaines de ses notes, il parle par exemple de ses maux de tête insupportables, et alors qu'il est en voyage, on n'a pas su beaucoup ça à l'époque, il ne se plaignait pas. Il a passé le relais à son neveu Ernest, donc en 1910, son neveu Ernest qui a tenu cette maison jusqu'en 1954. Et puis ensuite, la période d'arrivée des Salésiens à partir de 1954, quand Ernest, qui avait quelques années avant sa mort à se dire qui va me succéder, il a choisi finalement les Salésiens de Don Bosco. À sa mort, Camille Costa de Beauregard laisse un héritage précieux, l'esprit du bocage. C'est une pédagogie de la douceur, une éducation et une formation solide basée sur la confiance et l'affection, un profond esprit de famille, la valorisation de l'effort, l'appel à la raison et l'écoute. Tout cela dans une atmosphère de foi transmise et vécue au quotidien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bientôt, les témoignages affluent pour attester de la personnalité exemplaire de Camille Costa. Il meurt en 1910 et c'est en 1925 que va s'ouvrir la phase savoyarde de son procès qui va conduire à sa béatification. Et elle va consister essentiellement en interview, si on peut dire cela, de personnes qui ont connu Camille Costa, notamment d'orphelins et d'anciens orphelins du bocage, qui vont témoigner. Donc cela va constituer un dossier, ce dossier va être envoyé à Rome, et la phase suivante va être une phase romaine, qui va être une phase de réception et je dirais de relecture de ce dossier qui va prendre du temps, puisque cette phase romaine va déboucher en 1991, quand le pape Jean-Paul II va déclarer Camille Costa vénérable. Pour une béatification, il y a un cheminement, mais il faut un miracle. On a redécouvert dans les archives du bocage le procès-verbal très précis d'une guérison inexpliquée qui avait eu lieu en 1910. Ce sont des orphelins du bocage, ils rentrent de promenade du côté des Charmettes et on s'aperçoit que l'un d'eux est sérieusement blessé à l'œil. Il s'agit d'un jet par un de ses petits camarades de bardane. Vous savez, ce sont des petites boules végétales avec des épines et puis qui s'agrippent aux vêtements. Sauf qu'il s'avère que dans les jours qui suivent, non seulement la blessure ne guérit pas, mais qu'elle s'aggrave. Et il y a deux choses. Il y a une neuvaine de prière, donc 9 jours de prière. Ça ne donne rien pour commencer. L'avant-dernier jour, la religieuse infirmière du bocage prend un linge qui a appartenu à Camille et le place sur l'œil de l'enfant. Le lendemain matin, elle enlève le linge et l'œil est complètement sain, ce que constate le médecin ophtalmologue. Donc guérison inexpliquée, vous voyez, mais dans un contexte de prière, je me permets de le dire, puisque ça intervient le dernier jour de la neuvaine.
Bon, et l'archevêque de Chambéry de l'époque a eu le bon esprit de faire mettre par écrit, sous serment, le récit de cet événement par les témoins. Donc c'est ce dossier qui a été redécouvert par Françoise Bouchard dans les archives du Bocage, qui a été présenté à Rome. Donc des médecins romains se sont prononcés, 7 ophtalmologues, qui à l'unanimité ont déclaré que cette guérison n'était pas explicable scientifiquement, ce qui a permis aux théologiens et aux cardinaux de Rome de déclarer qu'il s'agissait d'un miracle. Ce qui est remarquable, c'est, à mon avis, c'est la continuité de cette œuvre. De découvrir qu'elle est aujourd'hui, elle vit sur les mêmes principes et même sur les mêmes éléments constitutifs qui ont contribué à sa création en 1868. Autrefois, Camille a voulu s'occuper de jeunes en difficulté familiale, des enfants orphelins. Aujourd'hui, le Bocage, c'est une maison d'enfants avec des jeunes accueillis parce qu'ils sont en difficulté familiale. Et puis une formation qui était une formation horticole. Et aujourd'hui, cette formation horticole continue. Formation en floriculture et même en espace vert, la nature, en proximité de la nature. Et aide à la personne. C'est un troisième volet plus récent, mais qui correspond bien aussi à cette envie de s'occuper des enfants en difficulté.